Sign the contract, big boy. Sign the contract. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de Singapour qui a eu lieu sous les projecteurs au circuit urbain de Marina Bay. Et pour parler de cette course, j'ai avec moi François Carignan. Salut François. Salut Abdou, ça va? À part la voix, ça va bien. Toi? Ouais, ça va. Ça va pas se pire. Good. Bon, je pense que... Et très honnêtement, François, j'aurais préféré être à Grand Bay en ce moment pour une course, mais je me suis blessé, fait que je me suis tapé Le demi-marathon? 5 km. Ah, OK, parce que ma soeur court justement dans le demi-marathon à Grand Bay aujourd'hui. Oh, let's go! Ben, on la salue puis on la félicite pour avoir complété le demi-marathon. Donc, si jamais tu nous écoutes... Marie-Claude, je t'encourage. Allez, let's go Marie-Claude, t'es capable et félicitations lorsque l'épisode sera sorti. Parlant de marathon, on en a eu un assez plat ce matin. Ouais. Tiens, justement, je vais vous donner le résultat de ce marathon de nuit qui était pas intéressant, mais qui aurait pu l'être si ce n'était de la réalisation. Donc, George Russell remporte le Grand Prix de Singapour et qui met fin ainsi à sa malédiction. Max Verstappen est toujours sans victoire à Singapour. Donc, il termine deuxième. Lando Norris, troisième. Oscar Piastri, quatrième. Kimi Antonelli, cinquième. Charles Leclerc, sixième. Lewis Hamilton, septième. Fernando Alonso, huitième. Ollie Berman, neuvième. Et Carlos Sainz, dixième. Avant de parler de George Russell, François, on va parler de McLaren. Pas à cause du premier tour, mais parce que ils ont été sacrés officiellement champions du monde des constructeurs pour la saison 2025. Donc, c'est un deuxième titre consécutif pour l'équipe de Woking. Et moi, je pense que quand on regarde il y a à peu près 2 ans, et même depuis le début de la génération actuelle de ces voitures, c'est un gros turnover que McLaren a réussi parce que c'était une voiture qui était au milieu de peloton. À ces moments même derrière. Oui. Exact. Et même à ces moments loin derrière. Et depuis... On se rappellera toujours de Bahreïn. C'est quoi, c'était 2021 ou c'était 2022 ou 23? Je me rappelle pas lequel, mais quand les deux, je pense, sont venus 18 et 20e. Oui. Je pense que c'était 2023. Ouais, non, c'est pas 2021 parce que c'était l'ancienne régulation, là, mais à un certain moment donné, ça s'en est pas du tout dans la bonne direction. Et ensuite, je pense que c'était à partir du Grand Prix d'Autriche et de Grande-Bretagne de cette même année où on a vraiment vu un McLaren bondir de manière fulgurante. Et même dans une année où c'était Aston Martin qui était la surprise, et je pense qu'ils ont réussi à finir devant eux au championnat. Donc, et quand on regarde la progression qu'Aston Martin fait, ou régression, si on devait dire. La stagnation, là, on peut dire. Là, je pense que dépendant des circuits, c'est up and down, là. Mais oui, en effet. Mais c'est fou de voir que McLaren, avec le bon personnel, la bonne mentalité aussi, et les pilotes pour justement amener McLaren à remporter le titre, ben c'est un gros changement de paradigme en l'espace de 4 saisons de Formule 1. Oui, effectivement. Donc, cette génération-là de voitures a commencé avec un Lando Norris. Ben, pour McLaren, a commencé avec un Lando Norris un peu inexpérimenté et un Daniel Ricciardo un peu à la dérive qui n'a jamais été capable de vraiment s'accrocher là, à cette voiture-là, à cette
comme je l'ai dit à quelques reprises dans les épisodes précédents, je trouve que Daniel Ricciardo n'a jamais vraiment semblé parfaitement à l'aise avec cette génération de voitures-là au complet. Dans le même ordre que Lewis Hamilton, je pense que son style de pilotage fitait beaucoup plus avec des voitures un peu plus agiles, un peu plus légères et compactes. Cela dit, la première victoire dans cette génération-là de McLaren est venue à Daniel Ricciardo. Alors, ça a été, dans ces moments-là, là, ça a été les premiers signes vraiment d'une amélioration à venir. En fait, c'est en 2021, mais tu sais, je veux dire, dans cette ère-là, dans cette ère-là de McLaren avec Zach Brown et tout. Ouais. Ça, je voulais dire plus que la génération de voitures. Mais il y a toujours eu une constante, un développement qui s'est fait depuis 2023, depuis l'arrivée d'Oscar Piastri, vraiment. Il y a eu des steps qui se sont pris à chaque mois, à chaque 2 mois, etc. Puis vraiment, là, Miami a été un point culminant l'an dernier avec la victoire de Lando Norris. Et puis, vraiment, là, comme tu disais, là, 2023 à Silverstone sont arrivés avec la McLaren Chrome et ont un peu surpris tout le monde au premier tour, même jusqu'à dépasser Max Verstappen. Et puis là, ça a été vraiment, là, il y a eu McLaren a continué son air d'aller. Vraiment, là, on est parti un peu de loin. On était dans une bonne position en 2020, 21, 22. Il y a eu un step back. Ensuite de ça, juste sont mieux repartis avec des embauches clés. Il y a du personnel qui est parti, évidemment, avec Andreas Seidel, etc., qui sont partis, mais il y a des personnes extrêmement compétentes qui ont pris la relève, comme Andreas Stella. Oui. En ce moment, est-ce que McLaren est parfait? Pas du tout. Ils font encore des erreurs un peu d'amateurs en point de vue stratégie. Essaye de dominer un petit peu. On a vu essayer de dominer Red Bull, ça ne marche pas. Puis ça, on en reparlera. Et des mauvais arrêts ici et là. Puis je pense qu'encore une fois, là, il commence un peu à avoir une certaine friction peut-être entre les deux pilotes. Ouais. Vraiment, pas rien comme on a vu entre Nico et Lewis et tout, là. Mais tu sais, le premier tour, on va y revenir, j'imagine, là, mais ça a fait jaser, je pense, plus que le reste de la course lui-même. Exact. Et aussi, tu parles du personnel. Il faut pas oublier que, je pense, vers la mi-2026, il y a Rob Marshall qui s'amène. Oui. Puis il y a eu James Key aussi qui a été un gros changement là, chez McLaren dans les dernières années. Oui. Donc, tu sais, il y a toujours des changements qui se font. Donc, ouais. Exact. Mais écoute, on va reparler de McLaren et de leur course un peu plus tard, mais je veux parler de George Russell parce que quand je disais que sa malédiction avec Singapour était terminée, le gars presque chaque édition du Grand Prix de Singapour a été impliqué dans des collisions, des contacts avec le mur. Ça a continué lors de la séance d'essai libre numéro 2. Et moi, je pensais que sur son tour de qualification, lorsqu'il a tapé le mur sur son premier tour, lancé en Q3, ça allait endommager la voiture. Non, il en a fait un deuxième meilleur. Et ensuite, une course parfaite pour George Russell. Vraiment, je pense que Russell a été il a été excellent, mais il a été excellent tout court durant ce Grand Prix. Puis tu sais, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu une bataille entre lui, Max et disons ceux qui sont partis dans le top 4-5 là, pour la tête. Russell s'est vraiment juste sauvé. Là. Le pari de Max de mettre les softs au début pour essayer d'aller attaquer tout de suite n'a pas vraiment fonctionné. En fait, le pilote qui a eu le meilleur départ contre toute attente a été Lando Norris. Ouais. Ce qui est surprenant à dire d'un certain sens. D'habitude, c'est sa grande faiblesse. Mais non, a eu un excellent départ et passé de la 5e à la 3e position.
Bon, en ramassant un petit peu de dommages en dépassant Oscar Piastri, a été déporté puis a accroché l'arrière de la voiture de Max Verstappen. Petit dommage au end plate. Je m'excuse du terme, là, mais le panneau latéral de son avant, de son avant. Et je pense que ça l'a un peu nuit au rythme de Lando Norris, qui aurait peut-être pu aller se battre contre Max et peut-être même prendre la deuxième place, puis après ça, l'attaquer George. Mais George, là, vraiment, là, lui, a été très bon. Puis, tu sais, je peux pas rien lui enlever, vraiment. Il a eu un moins de close call que toutes les autres, même. Il n'a pas fait d'erreur. Il n'y a même pas eu parce que de ce que je me rappelle, il n'y a même pas eu de moment où ça a passé proche, un peu comme Max a eu quelques petits moments, Lando aussi. Ouais. Mais je ne me rappelle pas d'avoir vu quoi que ce soit pour George. Kimi Antonelli, une course à la Kimi. Des hauts et des bas, des dépassements spectaculaires, des petites erreurs. Alors, du côté de Mercedes, très, très encourageant. D'habitude, Mercedes, dans les courses humides et chaudes, perd un peu de son rythme. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, ça, c'est très bon. Puis, c'est pas mal ça. Là. Vraiment, George Russell n'a absolument rien à redire sur sa performance. Puis, comme je disais la dernière fois, là, vraiment le pilote cette année qui, sans faire parler autant que d'autres, fait très, très bien son travail, puis peut-être le underdog de la saison selon. Et ben, en fait, je pourrais dire, c'est plus son contrat. Ben, oui. Les négociations, parce que... aujourd'hui, ça aide. Ah oui, aujourd'hui, là, c'est le moment de vouloir poursuivre ou bien même finaliser les négociations. Bon, on ne sait pas à quel point elles le sont, mais cette deuxième victoire de la saison pour Russell est le meilleur moyen et même moment pour dire écoute Toto, moi j'aime Mercedes, je suis prêt à rester, pour l'instant. Non, honnêtement, il n'y a pas de place pour lui ailleurs non plus. Là. Je veux dire, si jamais c'est pas Mercedes, c'est pas sûr qu'il reste un siège de F1 pour lui. Non, c'est ça. Parce que et en plus, il y a du bon personnel, il peut être un excellent mentor pour Kimi Antonelli aussi. Alors, moi, je vois pas, à part peut-être aller chez Red Bull. C'est exactement ce que j'ai à dire, mais si jamais il y a un pilote qui ne cadre pas avec l'écurie Red Bull, c'est littéralement un pilote qui ne fit pas là, dans ma tête entre l'image de marque et le branding du pilote. George Russell et Red Bull, ça ne matche pas. Et peut-être même si c'est vrai qu'il y a toujours eu des frictions entre Russell et Verstappen. Il y a encore pire. Ça va non. Il n'y a aucune chance que ça marche. Non. Si jamais Max n'était pas là, bon, écoute, je ne vois aucun fit entre ce pilote-là et l'écurie, ni la voiture, ni les images, le branding de chacun. Ça ne marche pas. Ça va être bizarre si jamais c'est ça qui se produit. Mais écoute, en ce moment, je me dis c'est peut-être juste la seule chose qui reste parce que. Puis tu sais, si jamais Sergio Perez n'a pas été capable, si jamais plein d'autres bons pilotes n'ont pas été capables chez Red Bull, je pense pas que George Russell. C'est un meilleur pilote selon moi que Sergio Perez in a pinch, là. Mais je sais pas, là. Je pense pas que ça va être je pense pas que c'est la solution pour Red Bull non plus. Je pense que la solution se trouve plus à l'interne, soit Isaac Hadjar ou Arvid Lindblad à moyen long terme. Ouais. J'ai eu un breaking news, puis je te l'ai envoyé. Lewis Hamilton a été pénalisé de 5 secondes pour avoir quitté la piste sans raison justifiable à plusieurs reprises. Ah, OK, à cause de ses problèmes de frein, ouais. Ouais, donc je crois que le call de Fernando Alonso de dire checker pour voir s'il y a pas d'autres trucs, ça a fonctionné. Donc c'est une place de plus. On reviendra justement sur Alonso et Hamilton, Ferrari en fait, un peu plus tard. Là, on était justement du côté de Red Bull. On va parler de Max Verstappen qui, je sais que ça a été mentionné
depuis lundi que Verstappen n'a pas de victoire à Singapour, encore moins de pole position. La séquence continue, mais j'ai envie de dire, de tous les Grands Prix de Singapour, je crois que celui-là, c'est son meilleur, voire même deuxième meilleur. Oui, je pense que oui. Écoute, ça a toujours été son bouton noir, ce circuit-là. Mais en même temps, tu sais, on connaît Max. Puis j'écoutais l'avant-course, puis il disait, en entrevue, puis il disait, écoute, si jamais j'ai gagné 4 championnats du monde, j'ai gagné sur à peu près tous les autres circuits, quelqu'un vient me dire, ben, t'as jamais gagné à Singapour, je vais le regarder, et je vais faire, pis, je veux dire, je pense pas que ça le dérange tant que ça, là. Non. Mais, ça semble quand même toujours le déranger. Red Bull, en tant que tel, n'a jamais semblé parfaitement à l'aise sur ce circuit-là dans les dernières années. Bon, il y a eu Sergio Perez qui a terminé, si jamais il avait terminé premier, là, mais tu sais, ça n'avait pas été une course terrible pour Max. En tout cas, si je ne me trompe pas, il avait fini hors du top 5. Là, je pense qu'il avait fini troisième il avait été en 2022. C'est 2022, en tout cas, bref. Ça n'a jamais été vraiment son circuit. T'sais, on va se dire, c'est pas comme Autriche, c'est pas comme... il y a des circuits comme Belgique, etc., il y a un excellent historique. Zandvoort, jusqu'à temps que McLaren devienne une machine, ce circuit-là. Je trouve juste que... Ouais, donc je suis allé vérifier Verstappen. Oui, là, je me souviens. Là, j'ai des souvenirs de cette course. Verstappen avait fini 7e. C'était une course difficile où il y avait même bloqué. La qualif. Ouais, la qualif aussi, qu'il y avait manqué de gaz, il n'y avait pas eu le temps. C'était en tout cas, bref. C'était un week-end catastrophique pour Max. Ça n'a jamais, écoute, je pense que sa position finale moyenne, c'est quelque chose comme 4 ou 5e là, à Singapour là, dans sa carrière. Ça n'a jamais été un bon circuit pour lui. Ça a été souvent un bon circuit pour Lando Norris. Ça a été un de ses bons circuits, mais aujourd'hui, encore une fois, là, c'est comme bon départ, mais ensuite de ça, bon, son dommage l'a peut-être nuit un petit peu. Ça. Ouais, puis justement, parce que c'est vrai que tu mentionnes il y a eu le contact entre les deux McLaren, mais Norris a aussi touché le diffuseur. Je sais pas si ça a effectivement impacté le reste de la course de Verstappen, parce qu'on a entendu il a touché son pneu. Fait que si jamais il y avait eu de quoi. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'était le pneu. Fait que si jamais il y a eu de quoi, il y aurait une crevaison, puis il n'y en a pas eu. Fait que je pense pas que ça a eu un impact. Mais vraiment, Lando, lui, en tant que tel, le contact avec Oscar n'a créé aucun dommage sur aucune des deux voitures. En tout cas, à ce qu'on sache. Ouais. C'est vraiment juste qu'en bondissant, si on veut, ben Lando a touché la voiture de Max. Et puis aussi, en fin de course aussi, Verstappen a été obligé de se défendre face à Lando Norris. Ouais. Puis je pense même le moment où il a presque terminé dans le mur, je crois, même, tu sais, au virage 15. Oui. Puis qui arrive à la radio puis qui dit « Wow! C'est pas conduisable! » Il demande de l'aide. Il dit « Help me! » Il s'en est quand même bien tiré dans les circonstances. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il prend... il est devant les deux McLaren. Donc, si jamais avec la course au titre qui est pas encore terminée, il reste encore beaucoup de points. De ce que j'ai vu, la moyenne de points que Verstappen devra aller chercher d'ici la fin de la saison, sprint inclus, c'est 10,5 points. Ça, c'était avant la course d'aujourd'hui. Fait que là, t'es rendu à comme 13. Là. Non, c'est après la course d'aujourd'hui en plus. OK. Parce que là, il en a juste rattrapé quoi? Il en a juste rattrapé... Là, il a fini deuxième. Fait que 18. Puis est-ce qu'on a ramassé 12? Fait que là... C'est 6 points. Ouais. Fait qu'il faut un petit peu plus que 10 points, dans le fond, par course. Donc, il faudrait que Max termine en incluant un sprint. Oublie pas qu'il y a des sprints aussi là. Donc, il faudrait qu'il termine en moyenne premier ou deuxième dans tout le reste et que McLaren l'échappe malgré tout, ce qui me surprendrait dans les circonstances. Mais
Écoute, McLaren, ça n'a pas été terrible récemment. Là. Non, c'est ça. À Bakou, c'était difficile. Verstappen qui l'emporte à Monza et à Bakou. Il fait bien à Singapour en plus, malgré les difficultés en course. Il a, tenu son bout. Donc, je sais qu'on dit, peut-être même si on donne 10 à 20% de chance à Max de remporter le championnat, bon, il va pour moi, on est plus à 3-4%, là, mais il y a un mois, au retour du Summer Break, c'était 0.1%. Oui. Fait et là, il a de quoi, mais si jamais McLaren continue de finir 3, 4, 5 à chaque course, ben ça sera pas possible. Et en plus, je pense, depuis le retour de la pause estivale, il avait quoi? Verstappen a marqué une vingtaine de points de plus que Piastri et Norris parce que les deux ayant abandonné, ça lui a permis de se rattraper l'écart, mais ce n'est pas encore fini. Ouais. Bon, on va parler de McLaren et de ce premier tour où, justement, tu en parlais, Lando Norris a réussi un bon départ. C'était vraiment un excellent départ, mais il y a eu cette touchette au virage 3. 3. 2, en tout cas, ouais, c'est vrai, 3, techniquement. Ouais. Donc, puis il y a eu des dommages sur le endplate de Norris. Piastri n'a eu aucun dommage physique, on pourrait dire. Mais Piastri était frustré et on l'a entendu à plusieurs reprises à la radio, parfois un peu sassy, je pense même sarcastique, où il disait « Ah, la course est tellement fun ». Et son ingénieur de puce lui disait « Écoute, il reste encore du temps, là. Tout peut arriver. » Mais... Il aurait pu se produire avec les retardateurs. Là. Un moment donné, là, il y en avait... c'était pas drôle. Là. C'était drôle d'un point de vue comme... Finalement, on voyait un petit peu d'action, on voyait un petit peu les écarts changer. Oui. Mais c'était pas drôle pour ceux qui étaient sur le tour du meneur. Là. Oui, puis en plus de ça, pour ajouter à la frustration de Piastri, il y a eu cet arrêt au puits lent, donc on pourrait dire que maintenant, c'est balancé. Ouais. Honnêtement, ça n'a pas changé sa course, honnêtement. Mais pour revenir à l'incident du premier tour, c'était fair de la part de Norris. Moi, je pense qu'il y a rien de contentieux. C'est juste Norris qui a juste perdu un peu le contrôle, ce qui arrive. Mais... Si jamais ça n'avait pas été le premier tour, peut-être qu'il y aurait eu une enquête, mais un dépassement de même au premier tour, go. Anytime. C'est ça. Donc, je comprends sur le coup Oscar d'être frustré parce qu'il pensait, je pense Lando, il a dépassé, mais c'était genre pas fair de son point de vue, mais je suis sûr qu'en ce moment, au moment où on enregistre l'épisode, dans le débriefing, il va sûrement revoir tous les points de vue du départ, puis il va sûrement comprendre que Lando, le contact, c'est... Oui, il l'a causé, mais c'était loin d'être intentionnel, c'est juste une légère perte de contrôle. Il a un peu bondi sur le vibreur. Pour moi, là, c'est évidemment, il y a eu un contact, fait que c'est un petit peu différent, mais pour moi, là, c'est aussi osé que son dépassement à Monza. C'est ça. C'est la même chose. C'est le même genre de pas d'intensité, mais tu comprends le mot que je veux dire. Genre, c'est le même genre de l'égalité. Oui, exact. Quelque chose de bold. C'est ça. C'est pas ce que tu apprends à l'école de pilotage, disons, là. Ouais. Mais t'as les 4 roues dans la piste, t'as pas créé de dommage à aucune des deux voitures. Bon, le dommage est résulté du fait que Lando a touché Max en complétant son virage. Ou en fait, en tout cas, tu comprends que je veux dire. T'sais, t'as pas de... En aucun cas, est-ce qu'il a abusé pour faire ce geste-là, selon moi. Comme je dis, regarde, c'est peut-être un petit peu plus discutable si jamais ça arrivait au 11e tour plutôt qu'au premier tour. Ouais. Mais on voit très, très souvent des courses des dépassements comme ça au premier tour où que tout le monde se bat pour chaque pouce sur la piste.
passer. C'est plus une tolérance qui est différente au premier tour. Puis surtout aussi, je sais pas si c'est le cas, mais je pense pas qu'il va y avoir des frictions. Je pense pas que ça va entraîner un début de friction parce que, tu sais, je pense que Lando est quand même fair. C'est un pilote qui est fair dans ses attaques. À part peut-être essayer de tenter un dépassement à l'extérieur sur Max Verstappen, ce qui fonctionne très rarement, ou voire jamais. Jamais. Parce que Max te donne jamais un pouce. Exact. Mais là-dessus, il y avait zéro malice de la part de Lando d'aller heurter Piastri. Non, regarde. Comme je te dis, le geste, le dépassement était légal. Il est arrivé au point de corde, le nez devant, il était à l'intérieur. Oui, Oscar a dû sortir large pour éviter un contact plus dommageable, mais comme je te dis, premier tour, je suis rapide. À un moment donné, il faut. Moi, ce que j'ai pas aimé de Oscar, c'est le fait qu'il s'est assassiné pendant 12 tours. Puis ensuite de ça, tu voyais, Oscar avait zéro le pace de Lando. Tu sais, si jamais tu étais capable, regarde, ça change rien aux gestes, mais au moins, si jamais tu veux faire ton cas, ben, tiens-toi proche. Puis Lando avec du dommage était beaucoup plus rapide qu'Oscar sans dommage par un 4-5 dixièmes par tour. Un moment donné, ça trouvait à comme plus que 5 secondes, presque 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Puis on n'avait même pas encore fait un 20% de la course. Là. On était comme entre le 10e et 15e tour. Puis là, il était même pas proche. Là. Puis, je viens de penser à ça. Tu vois l'histoire de l'équité qui a été évoquée à Monza, là? Est-ce que... Ben, c'est parce qu'il y en a un qui était devant l'autre. En tout cas, regarde. Est-ce que c'était le moment le plus... Parce que là, maintenant, est-ce que c'est... Le monde disait que ça ouvrait une boîte de Pandore et en faisant ça, et là, est-ce qu'on n'est pas en train de voir un peu non, moi je pense ça? Non. Moi je pense que ça, c'est un retour de Hongrie. Une affaire de pit stop au problème dans les pits qui n'est pas la faute d'un pilote, fait que tu rétablis l'ordre. Pour moi, c'est un peu plus ça. En fait, en Hongrie, c'était juste un mauvais timing pour les arrêts. Ils ont arrêté le mauvais pilote dans le mauvais ordre. Pour moi, ce que McLaren fait, puis on l'a dit après le Grand Prix d'Italie, on s'en est parlé, c'était pour pas que si jamais tu arrives à la fin de la saison, puis qu'il y en a un qui perd par 3 points sur l'autre, que Lando perd par 3 points, ben que ça se retrouve à cause d'un arrêt au puits. Ouais. Qui n'est ni la faute d'Oscar, ni la faute de Lando. Ça, au moins, c'est un peu plus pour ça. C'est pour dire, regarde, on va jouer fair. Puis, tu sais, la même façon qu'à Bakou, comme on avait discuté, selon moi, l'arrêt de Lando, quand tu as terminé en 7e place, ça aurait peut-être pu être une 5 ou 6, parce que cette 2 secondes-là, on aurait pu peut-être le mettre devant un des autres. Mm-hmm. Blablabla, on peut en discuter longtemps. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, je n'aime pas le fait qu'on tombe dans ce genre de décision-là. Évidemment, l'idéal, ce serait qu'il n'arrive jamais, fait que tu n'as pas à en discuter. Mais je pense que de la même façon, puis tu sais, oui, je suis d'accord que souvent, McLaren semble favoriser Lando dans une situation proche ou dans une situation un 50-50 ou proche de. Semble souvent favoriser Lando. Bon, Carl dirait jusqu'à 80-20 avec sa langue sale. Mais évidemment, je trouve juste. En tout cas, je comprends la frustration de certains par rapport au jeu un peu de politique qui se passe chez McLaren. Quand je dis, quand je disais tantôt, est-ce que McLaren est parfait? Vraiment pas. C'est ce genre de choses-là qui
fait en sorte que l'équipe a encore de l'air un petit peu amateur comparé à quand Mercedes et Red Bull dominaient. C'est pas clean. Il y a encore un petit peu de travail à faire à l'interne d'un point de vue. En même temps, c'est sûr que dans les années passées, tu avais un pilote qui était clairement dominant chez Mercedes, puis un pilote qui était clairement dominant chez Red Bull, puis en ce moment, chez McLaren, t'en as deux. Ouais. La dernière fois qu'on a vu une situation vraiment proche de ça, avec deux pilotes dans la même écurie qui se battaient pour le championnat, ça fait presque 10 ans. Oui. Puis, et on se souvient, ça a souvent mal viré. C'est souvent mal fini. Eh oui. On va parler de Fernando Alonso qui a été élu par la communauté F1 pilote du jour. Juste pour ses radios. Ouais, pour ce radio, ben, il a été héros de la course, mais très sérieusement, puis ça va être un point que je vais peut-être évoquer un peu plus tard, mais je pense que oui, il y a eu la communication radio, mais je pense que on a vu une partie de sa course parce que c'était plus qu'impressionnant. Et là, il vient de gagner une position de plus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Lewis Hamilton a été pénalisé de 5 secondes. Donc, parce que Alonso a fini à quoi? Une demi-seconde derrière Hamilton, il gagne une place de plus. Mais Alonso a vraiment, vraiment animé ce Grand Prix. Surtout son dépassement sur Isaac Hadjar alors qu'il était en perdition. Ouais, j'aurais utilisé l'expression de Carl avec son moteur de Daihatsu. Qu'on disait là, que son ingénieur de course disait qu'il perdait au minimum une demi-seconde au tour par manque de puissance. Clairement, ça a pris un petit peu plus longtemps que Fernando aurait aimé pour le dépasser. Ça a pris 7 virages? Ouais. Ils le rejoignent en fin du 3e secteur. Finalement, leur dépasser juste avant le DRS du secteur 1. Fait que ça n'a pas été tâche facile malgré son moteur qui était un petit peu handicapé, si on veut. Donc, c'est ça. Hadjar, je veux dire. Pauvre lui, honnêtement, c'était pas. Malgré tout ça, termine à la porte des points. Ouais. C'est pas un bon signe pour Lawson. Mais puis t'en as une couple là, qui a eu des stratégies un petit peu questionnables, selon moi. Là. Puis en plus, Alonso était un de ceux qui était parti en tendre. Puis c'est vrai que j'avais dit dans le chat que les softs fonctionnaient pas pour tout le monde parce que à un moment donné. Ouais, mais lui, oui. Mais lui, finalement, ça a fonctionné. Et les deux Aston se sont rendus à 30 tours ou plus sur les softs. Fait que ça marchait. Ça a marché. Et en plus de ça, Alonso, on l'a pas vu, mais a réussi à dépasser Carlos Sainz, qui, oui, ne s'était pas encore arrêté, et Ollie Behrman aussi pour pour monter à la 8e place. Et ensuite, bon, il a poussé et a profité des largesses d'Hamilton malgré un problème de fer pour gagner une place de plus après le Grand Prix. Alors, je dois dire, Fernando Alonso mérite vraiment le titre de pilote du jour. Oui. Donc, non, je suis vraiment satisfait de sa conduite aujourd'hui. Qu'on n'a pas beaucoup vu. Sainz aussi, honnêtement, si jamais j'avais en nommer un deuxième, ça serait peut-être lui, parti du 18e, fait 50 tours sur des médiums, fini sur les tendres. Écoute, si jamais il y avait une voiture de sécurité à la fin, il aurait probablement terminé 7-8e. Je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Écoute, et puis on a passé bien près avec Hülkenberg là, d'avoir une voiture de sécurité. Ah oui. Tu as 93 ou 94% de chance de safety car à Singapour. Il disait là, qu'il avait fait presque l'équivalent, depuis l'installation de ce Grand Prix-là, on fait presque l'équivalent de 2 courses complètes sous neutralisation en termes de distance. T'imagines. Fait qu'en 16 courses, je pense que parce qu'il y a eu la COVID, il en manquait 2. Une ou 2. Ou 2, oui. Ouais. Fait que ça fait, disons, 16. Je pense que c'est la 16e édition. Tu as fait presque 15%, disons, là, entre 10 et 15% de ta distance de course derrière un safety car. Et ça aurait pu rapporter s'il y avait eu justement cette voiture de sécurité. Ouais.
Et en plus de ça, il faut pas oublier que Carlos Sainz, tout comme avec Alex Albon, a été disqualifié pour un 1,2 millimètre. Exact. Comme ça. C'est traître, mais c'est. Puis c'était juste comme James Hall disait, c'est sur les côtés de l'aileron, même pas sur le centre de la plateforme, là où tu as vraiment ton avantage. Ouais. Donc, il disait littéralement, l'avantage est de 0, mais les règlements étaient le règlement. Mais je trouve que James Hall, pour la première fois, a été beaucoup a été strict envers son équipe. Il dit, en ce moment, on ne travaille pas comme une écurie de pointe. On n'a pas la mentalité qu'il faut. On fait des... J'ai dit, au début de l'année, il disait, c'est correct, essayez des choses. Si jamais on fait des erreurs, c'est pas grave, on va en apprendre. Mais je pense que ce genre de choses-là, c'est pas une erreur, ça frôle plus, pas de l'incompétence, là, mais... C'est une grosse erreur. Faire des erreurs, c'est-à-dire essayer des nouvelles stratégies, essayer une nouvelle façon de travailler, puis tout ça, c'est une autre chose. Ouais. Mais quand tu ne respectes pas les règlements, ça, c'est supposé être le ABC de la F1. Ta voiture doit être conforme. Exact. Et surtout que tu arrives littéralement 2 semaines après ton premier podium de la saison, puis ton premier podium en 4 ans, pardon. Alors, tu pouvais pas te permettre cette espèce de régime. Oui, ils sont confortables maintenant avec la 5e place, mais si tu veux préparer 2026, les trucs de base aussi, ça commence par là. Alors, cette disqualification a vraiment endommagé ce qui était un relativement bon week-end pour Carlos Sainz, parce que pour Alex Albon, ça a été plus difficile avec des problèmes de frein, surtout au début en début de week-end. Alors, je pense que ça a été un setback, mais Carlos Sainz, finalement, a utilisé son expérience singapourienne 2023 pour être à la hauteur, et il l'a fait avec brio, surtout avec un relais, comme tu l'as dit, de plus de 50 tours sur le médium. Alors, la dégradation, comme le disait Oscar Piastri, en plus avec les médiums, bon, c'est selon les voitures, mais elle était pas si pire au final. Ouais, McLaren, en partant, est toujours la voiture probablement que la dégradation semble être la moins grave. Ça va être la voiture la plus efficace en gestion de pneus. En tout cas, du moins, ce qu'on semble voir là, depuis le début de l'année, et même un petit peu à la fin de l'an dernier. Fait que est-ce que ce que lui dit s'applique pour toutes les autres voitures? Je ne pense pas, parce que tu as des gars comme Tsunoda qui ont seulement fait 13 tours sur les Gum Town. Fait que et puis lui d'ailleurs qui a failli dans les pluies avoir un moment, un gros moment avec le pneu, c'est qui déjà c'était Bortoletto, l'un des mécanos qui pensait avoir déposé le pneu de façon sécuritaire, mais le pneu se met à rouler dans la voie de circulation et le rattrape juste au bon moment. Ça aurait été assez spécial comme scène, disons. Dangereux même. Puis surtout ils ont justement augmenté la limite de vitesse à 80 alors que c'était à 60. Donc, tu sais, ça aurait pu être un peu ça aurait été un danger. C'est déjà un danger potentiel, pardon. Alors là, ça aurait pu endommager l'aileron. Je pense pas que ça aurait volé dans les airs ou explosé ou quoi que ce soit. Honnêtement, à 80 km/h, je pense pas que ça aurait été si terrible. Mais ça aurait pu créer une situation que là, tu as des débris. Si jamais, admettons, ça perce le pneu et tu as des débris dans la ligne des puits, etc. En tout cas, regarde, une chance, c'est rien produit. Ça aurait pu être un moment assez particulier. Qui aurait marqué la course, on va se le dire, là. Mais content qu'il ne soit rien produit, personne n'a été blessé, puis tout, fait que c'est ça qu'on veut. Mais bon, dans les pluies, ça a été une course un petit peu, je te dirais, là, bon, un peu tout s'est joué dans les pluies, là, d'ailleurs, on peut se le dire. Là. Et puis aussi, continuons dans les mentions honorables, Ollie Behrman, qui a fait un bon week-end, son premier Grand Prix de Singapour.
Ouais, ben lui est parti 9e, fait que ça n'a rien perdu ni gagné. Et le dernier qui termine sur le Tour des meneurs à noter. Oui. Donc, tu sais, tout juste, là. Russell est en train de la rattraper au dernier tour. Mais quand même, c'est un beau travail de Bearman qui a des courses up and down, disons, là, depuis le début de l'année. Il ramasse 2 points ici, mais les 2 dernières courses, ça n'avait pas super bien été, avait terminé en dehors du top 10. Aux Pays-Bas, avait terminé 6e. Ensuite de ça, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'avait pas ramassé des points là, avant ça. Si je ne me trompe pas, il avait ramassé des points au sprint en Belgique. Oui. Mais avant ça, il y a eu un mauvais streak, si on veut, là, où il avait terminé 11e à plusieurs reprises. Mais encore une fois, bon, pilote qui démontre un peu Montanelli sans un peu d'inconstance, mais des flashs intéressants. Oui. Capable de faire des dépassements assez osés. Et surtout aussi que il est au départ, au premier virage, a été impliqué dans un contact avec Isaac Hadjar qui finalement, je pense pas qu'il y a eu grand chose. C'est juste un incident du premier tour. Mais Bearman vraiment a connu un très bon week-end. Et ça me permet justement, je suis désolé pour Ferrari, il n'y a pas grand chose à dire à part Lewis Hamilton qui s'est pris une pénalité, mais Ferrari a été anonyme. Je veux parler de la réalisation TV parce que tu vois quand je parlais de Fernando Alonso qui a passé Sainz, Bearman, ça a été carrément omis. Je sais pas si parce que moi j'ai regardé la course sur RDS, ça n'a pas été mentionné. Je sais pas si F1 TV l'a mentionné ou Sky Sports a mentionné que Alonso était rendu 8e en dépassant. Je sais pas si ça a été mentionné. On l'a vu plus tard, mais sur le coup, il y a Hamilton il y a eu consigne d'équipe où Leclerc a laissé passer Hamilton parce que ce dernier avait fait un deuxième arrêt et poussé à fond pour aller chercher Kimi Antonelli jusqu'à ce que, justement, ces problèmes de frein arrivent. Et ensuite, il y a Hamilton qui a laissé passer à nouveau Leclerc, mais ça, c'était une consigne d'équipe qu'on n'a pas été mis au courant, mais qu'on a su après. Et puis même, j'ai vu sur le feed de Canal+, sur Blue Sky, il y a une belle bataille en fin de tour entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ça n'a pas été montré, mais je pense... Mais ça, honnêtement, on s'en fout, mais ça aurait été... Mais c'était une belle bataille quand même. On l'a pas vu, donc... Je pense que oui, c'était pas la course du siècle, on va se le dire, mais si la réalisation était meilleure, et je comprends aussi le fait que on peut pas tout montrer d'un coup parce que c'est quand même 20 voitures sur une distance d'environ 5 km pendant 2 heures, on peut pas tout prendre. Donc, le choix éditorial, il se doit d'être objectif, mais il est subjectif dans sa vision. Mais je pense que mais à voir ce que j'ai vu, je pense que ça aurait peut-être rendu la course légèrement meilleure que ce que ça aurait pu être. Écoute, si jamais ça avait été la première course de l'année où tu as 3 écuries sur le podium, que tu as un top 5 composé de 2 Mercedes, 2 McLaren, ensuite de ça, tu as 2 Ferrari, ensuite de ça, tu as 3 autres écuries, tu as une Aston, une Haas, une Williams. Ça aurait été vraiment intéressant. Si jamais tu avais mis ça comme première course de l'année, tu aurais dit OK, tout le monde est bon, sauf admettons, Sauber. Mais Sauber, je veux dire, ils sont qualifiés 11 et 14. Fait que, tu avais de quoi d'intéressant un peu pour chacune des écuries, sauf Alpine. Mais. Of course. Je veux dire, je pense à rien. Fait je veux dire, au-delà de ça, je pense que ça aurait vraiment été comme intéressant de voir le field, mais maintenant que tu regardes ça puis qu'il reste. On est dans le dernier quart de la saison, c'est pas intéressant. Je veux dire,
c'est que tu as quelques petites performances notables. Tu as quelques moments intéressants de certains pilotes, mais à part de ça, c'est très, très moyen. Moi, j'aime Singapour. Je trouve que c'est un magnifique circuit. Mais c'est trop difficile de suivre. Faudrait qu'il fasse de quoi sur le Anderson Bridge ou quoi que ce soit parce que tu fais juste créer de la distance avant une zone de DRS. Fait qu'il n'y a aucune chance de. Le DRS n'est même pas une zone de. Après le Anderson Bridge, il n'y a même pas une tentative de dépassement. C'est plus essayer de ramener les pilotes après l'espace perdu. C'est quasiment ça. Ouais. Tu vois jamais de dépassement dans ce coin-là du circuit ou presque. Il faudrait remodeler un peu Singapour. Quitte à ramener le Singapour Sling. Non, non. Je blague. Mais il faudrait... ça me donne des cauchemars, ce Singapour Sling. Mais non, tout ça pour dire. Je pense que déjà, le fait d'avoir enlevé la section en dessous des estrades il y a quelques années était pas dans la bonne direction. Mais pour moi, là, il en manque encore un petit peu pour rendre ce circuit-là aussi intéressant qu'un circuit comme Bakou, disons. Mais souvent à Singapour, la course est rendue intéressante par la météo. Et là, on n'a pas eu de pluie pendant la course. Fait que c'est pas passé grand-chose. Fait que il y a deux choses qui rendent cette course-là intéressante parfois. C'est météo, safety car. Mais ça, c'est le cas de tous les circuits. Fait que... C'est ça. C'est ça. C'est la voiture de sécurité en premier qui a vraiment aidé à ce que ce Grand Prix soit plus intéressant, en fait. Ouais. Mais il y a des bouts qui c'est trop serré. Il faudrait que le circuit soit élargi. Mais évidemment, élargir un pont, c'est plus facile à dire qu'à faire, je me donne. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix de Singapour. Je vais vous donner le classement des pilotes après l'épreuve d'aujourd'hui. Notez que le classement est pas mis à jour après la pénalité de Lewis Hamilton. Mais bon, c'est quelque part. Ça change pas sa position au classement. Ça change pas sa position. Donc, le 127 qu'il a, c'est selon le classement, selon le site officiel de la Formule 1 qui a été mis à jour. Mais bref, Oscar Piastri est toujours en tête avec 336 points. Maintenant, c'est un écart de 22 points qu'il a sur Lando Norris à 314. Max Verstappen est troisième avec 273 points. George Russell est quatrième avec 237. Charles Leclerc est cinquième avec 173 points. Avant la pénalité, Lewis Hamilton était à 127. Kimi Antonelli est septième avec 88 points. Alex Albon est huitième avec 70. Isaac Hadjar est neuvième avec 39 points. Et Nico Hülkenberg est dixième avec 37 points. Et pour la première fois de la saison, Lance Stroll se retrouve derrière Fernando Alonso. C'est vrai. Et ça, en plus, avec les points de plus qu'il a récoltés après la pénalité de Lewis Hamilton. Alors, au classement des constructeurs, bon, McLaren est officiellement champion des constructeurs. Donc, part de Singapour avec 650 points et le titre. Mercedes est deuxième avec 325 points. C'est 25 points de plus que Ferrari. Red Bull est quatrième avec 290 points. Williams est quatrième avec 102 points. Racing Bulls est cinquième avec 72 points. Aston Martin est septième avec 66. Sauber est huitième avec 55. Haas est neuvième avec 46. Et Alpine est dernier avec 20 points. C'est drôle comment, tu vois, les quatre premières équipes au classement, c'est toutes des chiffrons. 650, 325, 300. Je trouve juste ça, tu regardes le tableau, puis ça fait juste, genre, c'est beau. C'est plus facile à calculer, en plus. C'est ça. Alors, et avant de vous quitter, je vais vous donner ce qui s'est passé en F1 Academy, parce que c'était l'avant-dernier week-end de course dans la série 100% féminin. On est donc... Lia Block, dans la course 1, a remporté sa toute première course dans la F1 Academy. Elle a mené la course du début jusqu'à la fin, malgré une petite excursion hors piste dans le premier tour avec Aurelia Nobles. Maya Veug termine deuxième et Chloé Chambers termine sur le podium, complète le podium.
Nobles 4e et Dorian Pin, qui est la meneuse au championnat, et 5e. Elle avait l'opportunité d'être sacrée championne en ayant, je pense, plus de 20 points d'avance sur Vogue. Ça n'a pas été le cas. Elma Felbermeyer, 6e. Ella Lloyd, 7e. Nina Gaidman, 8e. Chloe Chung, 9e. Et Tina Hausman, 10e. Et dans la course 1, comme c'est la grille inversée, le top 8 marque des points. Dans la course 2, et on parlait de météo, ben, il y a plu durant la course de F1 Academy, vers la fin. Maya Vogue a gagné en dépassant Dorian Pin dans le dernier tour. Donc, et en plus, avec une stratégie de rester en piste avec des pneus slick, ça a fonctionné. Ella Lloyd complète le podium. Elma Felbermeyer termine 4e. Albert Larsen, 5e. Nina Gaidman, 6e. Chloe Chung, 7e. Joanne Chiconte, 8e. Rafaela Ferreira, 9e. Et Courtney Crone, 10e. À noter que Nicola Verda, la pilote canadienne, a été contrainte à l'abandon dans les 2 courses impliquées dans des accidents. La première, elle s'est fait mal en plus au poignet. Et la deuxième, prise par la pluie. Tu voulais dire quelque chose, François? Ouais, elle, ça n'a pas été une première saison. Ça n'a pas été une saison facile pour elle. Non. Et en plus, au moins, ça n'a pas été c'est 5 abandons durant les. En fait, c'est 5 abandons durant la saison. 1 point qu'elle a obtenu sur tapis vert à Montréal, disons. Ouais. Mais ça n'a pas été une première saison facile pour elle. Non. Au classement. C'est bon quand même d'avoir des Canadiens dans les séries automobiles de haut niveau. Mais c'est sûr qu'il y a encore un petit gap, là, selon moi, avec les pilotes de tête. Exact. On est encore très loin d'avoir un pilote qui a le potentiel de au moins gagner un Grand Prix en Formule 1. Mais c'est ça. C'est un peu plus difficile. Au classement des pilotes, donc Dorian Pin est toujours en tête, elle a 151 points, mais Maya Vogue est maintenant à 4 points de la Française. Ella Lloyd est 3e avec 101 points. Chloe Chambers est 4e avec 99 points. Et Alicia Palmowski qui a connu un week-end difficile avec un abandon dans la course 1 sur bris mécanique et disons une erreur dans la deuxième course, ne marque pas de points. La prochaine épreuve, c'est la dernière de la saison et ce sera à Las Vegas les 20 au 22 novembre. Donc, le titre va se jouer entre Dorian Pin et Maya Vogue et en plus les deux étant à leur deuxième et dernière année dans la série, la championne va recevoir non seulement le titre, mais aussi une belle bourse et un volant financé par la série dans la série de son choix. Alors, il y a beaucoup à jouer pour Vegas. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, cette après-course du Grand Prix de Singapour. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, même YouTube, et partout le Bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Blue Sky, Threads et Twitter @ le Bulletin GP, sans oublier le groupe Facebook La Monoplace. Et on aura en fait, l'après-course du Grand Prix des États-Unis à Austin ne sera pas animé par moi parce que je vais prendre des vacances bien méritées. En fait, je vais aller dans l'Ouest canadien. Have fun! Merci. Donc, ce sera un autre animateur qui va prendre la relève. Et c'est ça, moi, je vais vous rejoindre. Il y aura un quiz entre-temps entre Singapour et Austin pour le 199e épisode hebdomadaire. Alors, François, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci beaucoup, Abdou, puis j'apprécie l'invitation, puis on se revoit bientôt et profite bien de ton voyage. Merci beaucoup, puis je vais en profiter aussi pour reposer ma voix parce que la saison de soccer est terminée, fait que je vais arrêter de crier. Sur ce, mon nom est Abdou Sall.
On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve pour une prochaine fois pour le quiz du bulletin GP. Et on se retrouve pour l'après-course du Grand Prix de Mexico City. Allez, salut tout le monde. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao!